J'étais dans un cadre de l'OTAN, dans un pays en guerre. Nos alliés passaient dans un couloir entre deux montagnes. Derrière, il y avait un système, on va dire ça SA-6. C'est un système d'armes russes qui lance des missiles. Et il y a eu des moyens de communication qui ont été interceptés. En fait, ils se cachaient derrière une montagne et ils attendaient l'ordre de tirer et de se barrer. Donc, il fallait signaler tout de suite ça. Dès qu'on a l'info, on n'attend pas. On n'attend pas, oh non, je vais prendre un café. Non, c'est tout de suite. Là, je donne l'ordre tout de suite à la cellule concernée. Attention, ils sont prêts à tirer. Vous passez dans ce couloir, prévoyez vos systèmes de contre-mesure, vous contournez. Ça m'est arrivé une fois, c'était un exemple, ça m'a marqué et finalement le colonel de la cellule alliée est venu me remercier. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Paroles de guerrier. Nous sommes ici avec Thomas qui était sous-officier pendant 25 ans dans l'armée de l'air en tant qu'intercepteur et qui va nous expliquer cette spécialité méconnue, qui va nous parler de son parcours. Et aujourd'hui, Thomas s'est reconverti dans la défense, dans une société privée, avec une activité qu'il ne peut pas présenter. Donc aujourd'hui, Thomas est sous identité cachée. On ne le verra pas et on ne verra pas son visage, mais son témoignage est hyper intéressant. Bienvenue Thomas, prêt à nous partager tous tes conseils et ton parcours ? Bonjour, oui, voilà, j'ai commencé il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans. J'étais étudiant, j'avais un bac électronique et un BTS informatique. En sortant, la seule chose qui m'intéressait, c'était de rentrer dans l'armée de l'air. Bon, il faut avoir des convictions pour rentrer dans l'armée aussi. Pas forcément, des fois on peut trouver un travail qui peut être intéressant dans les armées. Et donc je me suis engagé dans l'armée de l'air en tant qu'intercepteur technique. Donc ça consiste en quoi l'intercepteur technique ? C'est intercepter tous les ondes électromagnétiques dans une gamme allant de la haute fréquence jusqu'à la super haute fréquence, HF à SHF, en passant par la VUHF. J'ai fait ça pendant 25 ans sur différents types de capteurs, en interarmes et en interalliés aussi. Interalliés, bien sûr, otanien, et en interarmes auprès de l'armée de terre et de la marine. Et en interspé aussi, avec, pour corrélation, avec des opérateurs images, pour corréler entre ce qui est intercepté et localisé dans les ondes électromagnétiques et mettre une image, ce qui permet de faire comprendre les hautes autorités de l'activité sur un pays. Donc ça, j'ai effectué pendant 25 ans sur différents capteurs, à la fois aéroportés, embarqués sur un bâtiment de surface, que sur des systèmes mobiles ou fixes auprès des terriens. J'ai fait ça pendant 25 ans et après je suis sorti de l'armée. J'avais eu une possibilité, donc en fait une porte qui s'est ouverte, une lumière derrière, et j'ai vu que à travers le réseau j'ai pu voir une autre possibilité dans le civil. Donc ça donne une opportunité aussi, en plus de l'expérience de 25 ans dans les armées, en interarmes et en interalliés, de travailler dans le monde du civil. Donc, les maths sont importants, le français, c'est important, bien sûr, et bien sûr, l'anglais, parce qu'on travaille au niveau international. Quand on travaille avec des pays membres de l'OTAN, certes, l'OTAN, c'est le français et l'anglais, ce sont deux langues... Alors, avant de rentrer vraiment dans cette partie plus technique, donc toi, tu rentres à 18 ans je suis rentré un peu tard, à 23 ans. À 23 ans. À l'époque, c'était tard. Tu rentres à 23 ans dans l'armée de l'air, ok. Ouais. Donc, tu t'engages comme sous-officier direct. C'est ça. Et comment ça se passe, du coup ? Tu pars en école de formation ? Alors, premièrement, j'ai postulé au CIRFA pour deux spécialités, qui étaient intercepteur technique et après mécano-radar-bord, parce que je voulais être aéroporté. Sachant que mécano-radar-bord, c'est au sol, et ce intercepteur technique, on pouvait être aéroporté. Donc j'ai fait une formation militaire avant, 3 mois. À l'époque, c'était à Nîmes. Maintenant, c'est vieux. Maintenant, c'est à Rochefort, la formation militaire. Donc ça s'appelle le CAM, le certificat d'aptitude militaire. À l'issue de ce certificat obtenu, on va en formation de spécialité, donc qui se fait généralement maintenant, à l'heure actuelle, à Rennes, pour la formation intercepteur technique en ELINT et COMINT, technique, donc d'ASEM, on va dire ça. ELINT, c'est Electronic Intelligence, donc c'est une spécialité de renseignement dans l'écoute des signaux non discursifs, donc non compréhensibles à l'oreille humaine. Là, quand je vous parle,
Vous comprenez, donc il n'y a pas besoin d'intercepteurs techniques, mais c'est plus des intercepteurs linguistiques. Et moi, ce que je fais, c'est tout ce qui n'est pas compréhensible à l'oreille humaine, c'est à moi d'analyser, d'intercepter, d'analyser et de localiser. Donc ça, c'est de l'interception technique, ou ce qu'on appelle dans l'armée de terre française, détection, analyse des signaux électromagnétiques, DASEM. Dans l'armée de l'air, on appelle le commune technique. Voilà. Donc la marine, c'est pareil, c'est DASEM aussi. Donc on a une formation maintenant interarmes qui se fait à Rennes, et une partie aussi pour l'armée de l'air, en plus pour la partie tactique au CEF3E, non pas au CEF3E, mais à Creil, où il y a une unité qui forme sur la partie armée de l'air, sur la partie tactique ELINT, pour mieux appréhender les systèmes d'armes adverses, et connaître aussi nos propres systèmes d'armes. Si on ne connaît pas nos propres systèmes d'armes, on ne peut pas connaître ceux de l'ennemi. Donc de l'ennemi ou de l'ami aussi. Donc tout le monde écoute tout le monde, et c'est le principe même qui existe depuis le début des temps dans le renseignement au niveau historique. Voilà, grosso modo, c'est ça. Après, on est affecté en unité. Au choix du tableau, bien sûr. Au classement. Celui qui finit premier choisit la meilleure unité. Donc ça, vous le saurez quand vous serez en formation de spécialité. Les instructeurs vous donneront les unités. Alors ça, c'est uniquement sous-officier, officier. Sous-officier. Pour les militaires du rang, vous choisissez directement votre unité. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais pour les officiers, du coup, vous choisissez après l'école de spécialité. Pour les sous-officiers, c'est pareil. Ouais. Soit directement à la fin de l'école de sous-officier ou après l'école de spécialité, dans le cadre, par exemple, de Thomas ici. Oui. Moi, j'ai travaillé au CEF3E, comme j'ai indiqué, c'est le centre de fusion de tout ce qui est renseignement électromagnétique. Après, il y a le ROIM aussi, donc c'est le renseignement d'origine image, donc tout ce qui est provenant des capteurs images, photos, vidéos. Donc c'est le CEF3I qui se trouve à la DRM, Direction de renseignement militaire, à Creil. Toute cette partie-là est formée au niveau interarmes, à Rennes aussi. À l'école des transmissions. Donc, il y a une division qui s'occupe de cette partie-là, et de guerre électronique. Donc, voilà. Et après, à l'issue, effectivement, il y a un tableau, on sort, on va en unité. Alors, vous n'êtes pas mis tout de suite en OPEX. Bien sûr, vous allez être pris en parrainage avec quelqu'un qui est ancien, qui connaît déjà son métier, sous un commandement. Pendant 1 an, le parrainage va être suivi. Ça dépend des spécialités. Je veux dire, ça peut être 6 mois ou 1 an, en fonction du besoin de l'unité. Et à l'issue de cette validation de ce parrainage, on est lâché opérationnel et on peut faire de l'opération en préparation sur le théâtre français et après sur théâtre extérieur, en fonction des projections qu'il y aura dans l'avenir, sachant que dans l'avenir, il y en aura beaucoup. Des fois non, des fois oui, mais c'est des vagues. C'est comme dans l'histoire, il y a eu des temps de paix, temps de guerre. En temps de paix, on fait du renseignement, et en temps de guerre, si on ne fait pas de renseignement avant, c'est trop tard. Donc on ne connaîtra pas l'ennemi. Donc le but, c'est ça. Cette spécialité intercepteur technique, c'est vraiment travailler en temps de paix pour comprendre comment on travaille nous-mêmes et les autres pays voisins ou lointains, pour anticiper sur... c'est une connaissance aussi géopolitique, donc c'est vrai qu'à l'éducation, on vous apprend l'histoire, la géographie. C'est quand même intéressant d'en connaître au moins des bases fondamentales. Mais après, c'est à vous de vous développer sur la géopolitique. C'est les actualités, mais des fois, les actualités ne sont pas objectives. Donc, il s'agit de faire des recherches sur Internet. Ce que vous avez, vous les jeunes, à l'heure actuelle, c'est l'Internet. Nous, à l'époque, on n'avait pas ça. Donc, il fallait se documenter. On cherchait sur des livres, sur des magazines, etc. Et quand il y a eu Internet, effectivement, une source d'informations innombrable, mais qui peut être factice, on va dire ça. Il y a des faux et du vrai. Donc, trouver le vrai et du faux, c'est très difficile.
ou du faux, du vrai. Hein, un petit point par rapport à ça qui fonctionne plutôt bien. Alors attention sur l'armée, pour connaître vraiment l'armée précisément, c'est pas toujours exact parce que c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué. Mais c'est d'aller sur Perplexity. IA, donc allez pas sur ChatGPT ou Claude, allez sur Perplexity, c'est une IA qui va sourcer. Et en fait, si vous avez une question de géopolitique, d'actualité ou quoi, c'est une IA qui va toujours chercher des sources et qui peut pas donner une fausse réponse, qui peut pas halluciner, comme on dit pour les IA. Mais par contre, pour l'armée, elle peut vous donner des données qui ressortent dans des documents qui datent un petit peu, qui sont plus d'actualité, comme l'armée change beaucoup. Dans le cas de la compréhension de l'armée française, abonnez-vous simplement à la chaîne, ce sera mieux. Maintenant, pour bien comprendre ton métier. Oui. Interception technique, donc on a des ondes. Oui. Ces ondes, elles viennent de quoi? Elles viennent d'un téléphone? Elles viennent de radar? C'est quoi les ondes? Alors, il y a différents types d'ondes. L'onde radar, je vais parler en premier, c'était ma spécialité d'origine. C'est l'impulsion radar qui va revenir, donc qui émet et qui revient vers le radar pour donner la distance et la vitesse de la cible, le cap, la distance. Donc ces ondes-là, vous pouvez les intercepter. Alors, on est au milieu, effectivement, personne ne le sait. On se retrouve au milieu, on intercepte cette onde et on essaie de savoir ce que c'est comme type de radar. Est-ce que c'est un radar de surveillance normal, classique, aéroport, hein, on va dire ça, ou de météo, ou des radars de type bien plus complexe, d'acquisition et de poursuite d'un système d'armes solaires, ou RR, ou mer surfacique, donc atteignant une cible au sol ou aérien. Donc tout ça, c'est important, de comprendre l'onde émise par le radar. Ça, c'est l'impulsion. Et pour être au milieu, pour capter, ça veut dire qu'on doit placer un capteur. Tout à fait, un capteur qu'on va se mettre en place. C'est un radar aussi. Alors, oui, radar, c'est une terminologie anglaise à l'origine, hein, qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui est issue de la radio. La radio, c'est des ondes continues, grosso modo, hein, je vais dire ça, sachant qu'il y a certains puristes qui vont dire non, c'est pas que seulement du continu, il y a aussi des signaux transmission par paquet, burstés, on va dire ça. Et en revanche, l'impulsion, elle est tellement petite qu'elle émet rapidement pour avoir la position rapide de la cible et sa vitesse, donc pour pouvoir détecter ce que c'est comme cible. Et nous, on est au milieu, on essaie de déterminer cette onde pour savoir si c'est intéressant ou pas, si c'est un ennemi ou pas un ennemi, et d'identifier, donner un identifiant à cette cible, à ce radar. Pareil pour les télécoms. Mais donc, pour être au milieu, qu'est-ce qu'on place? Un capteur. Un capteur? Un capteur. Et ça ressemble à quoi c'est un récepteur, grosso modo. Hein. On utilise la même chose qu'un récepteur classique, qui est un peu spécifique. Fait quelle taille? C'est un truc, ça fait 5 mètres de haut? C'est petit? Alors, ça dépend? Ça dépend de ce qu'on veut faire et de là où on veut mettre. Si c'est au niveau terrestre, on va mettre sur des racks qui sont des récepteurs de taille moyenne, qui peuvent être mis au sol, quel que soit le poids. Donc ça n'a aucun impact sur le système mobile, sauf si on veut être très mobile. Dans ce cas-là, c'est sur sac à dos. Ou bien, ça peut être aéroporté. Dans ce cas-là, c'est des modules très petits, pas trop lourds, parce qu'il y a le poids de l'avion. Donc, il y a plein de choses qu'il faut tenir compte, puisqu'il y a des passagers à l'intérieur. Ce sont des opérateurs qui vont travailler et qui vont écouter au sol ou au niveau aérien ou au niveau surfacique. Donc, c'est des petits récepteurs, hein, qui vont permettre, avec maintenant beaucoup de logiciels très à la pointe des ordis, hein, de la puissance des ordis, et des réseaux pour pouvoir intercepter et faire apparaître les informations nécessaires à l'opérateur pour qu'il dise telle fréquence avec telle valeur technique correspond à tel radar. Ça, c'est la partie A-Link. Donc, c'est la partie SHF, on va dire. Voire, on va aussi en VUHF, hein, parce qu'il y a aussi des radars en bande basse et des radars en bande haute. Donc, il y a deux parties qui sont assez importantes. Plus on descend en gamme, plus c'est difficile de localiser. C'est faisable. Si on va dans les hautes fréquences, SHF, on peut localiser, mais c'est des faisceaux. C'est des faisceaux très étroits, donc il faut essayer de les localiser. C'est aussi dur.
mais il faut avoir des antennes aussi de goniométrie. Donc il y a différents types de goniométrie qui existent, hein. Si vous tapez sur Internet goniométrie, il y a plusieurs méthodes de goniométrie existant en aéroportée, au sol ou embarqué sur un bâtiment de surface. C'est très diversifié pour cette partie-là, ELINT. Il y a aussi des radars en bande HF. Ça, c'est beaucoup plus dur. Ce sont des radars qui portent très très loin pour détecter ce qu'il y a des objets très loin. Je ne vais pas citer les noms, ça existe, hein, aussi bien chez les Américains que chez les Européens, Français et Russes aussi et Chinois. Donc il existe tout type de radar, selon la fonction que le radar veut faire et selon ce que le commandement demande. Qu'est-ce qu'on veut intercepter ? On peut intercepter des satellites, on peut intercepter des avions, on peut intercepter des missiles, on peut intercepter des systèmes au sol aussi. Donc, c'est de localiser. Le but, c'est d'identifier, localiser et remettre au commandement pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions pour que les terriens qui sont au sol, nos militaires, nos copains, ne tombent pas dans un milieu hostile et qui peuvent être un piège pour eux. C'est aussi bien dans la partie radar que télécommunication, parce que c'est une spécialité aussi où j'ai découvert que je pouvais faire la partie interception télécom. Donc télécommunication, c'est quoi ? C'est tout ce qui est en bande HF et UHF, des postes mobiles radio, hein, comme un talkie-walkie par exemple, votre téléphone aussi interceptable, qui n'est défini que par la R226. C'est une réglementation militaire étatique qui n'autorise que certaines personnes et certains industriels à pouvoir écouter, parce que c'est soumis à une réglementation. C'est au niveau international aussi, et c'est au niveau national. Donc cette partie-là, c'est toujours pour intercepter, écouter, localiser. Alors écouter, ça dépend du type d'écoute. Donc des signaux discursifs, comme là je parle, vous me comprenez, donc vous arrivez à comprendre ce que vous voulez dire, vous pouvez faire un rapport et envoyer. Non compréhensible à l'oreille, c'est tous les signaux du type modem, on va dire ça, qui émettent, qu'on ne comprend pas. C'est un bruit, c'est un spectre, une fréquence qu'on doit analyser et retrouver toutes les sous-couches pour arriver jusqu'au texte ou à la voix. Donc ça, c'est encore bien plus compliqué aussi. Chaque domaine est compliqué, mais ça s'apprend. C'est à l'école qu'on apprend tout ça. Déjà à l'éducation nationale, dans les maths et la physique, l'électronique, hein, parce que je suis issu d'une formation de bac électronique et d'un BTS informatique industriel. Donc, quand vous utilisez un ordinateur, en fait, c'est beaucoup de 0 et de 1 qui passent et qui traversent tous les circuits pour afficher votre image et vos informations. Ben, c'est exactement ça. Il faut arriver jusqu'à l'information. Pour arriver jusqu'à l'information, il faut rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est du domaine proprement étatique. Les industriels travaillent pour l'État, comme Thales, Airbus Défense, d'autres que je ne citerai pas. Hein. Il y en a d'autres entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, qui fournissent du matériel pour que la défense puisse mettre en place les écoutes, et donc des capteurs dédiés dans ce domaine-là. On travaille beaucoup avec l'Europe, hein, matériel Rodé Schwartz, qu'importe, je ne sais plus. Il y a beaucoup de matériel qui existe, hein, qui sont labos, mais qui sont développés dans cette partie-là du renseignement pour aider les opérateurs à mieux travailler. Et, bien sûr, tout est informatisé. Donc, on utilise pour une localisation un système de cartographie pour pouvoir mettre la localisation et pour que l'opérateur puisse savoir où c'est et donner les bonnes informations au commandement. Donc tout ça s'apprend. C'est pas fait de manière instinctive ou natif. Non, ça s'apprend. C'est quelque chose qui est par expérience. Oui. Il vaut mieux. Et en tant qu'intercepteur dans l'armée de l'air, oui. Ça t'arrivait aussi d'intercepter des radars marins et terrestres ? Oui, tout à fait. Et après, c'est diffusé pour les 3 armées, donc vous fonctionnez ensemble ? C'est diffusé pour l'armée de l'air en premier lieu. Ok. Au commandement, les unités, commandement, etc., jusqu'à l'armée de l'air. Il y a forcément une remontée vers l'interarmée. Donc par la DRM ? Par la DRM.
direction de renseignement militaire, et qui rediffuse vers les unités concernées, soit marines, soit terrestres, pour des cibles particulières, s'il y a besoin. L'armée de l'air va travailler pour protéger ses avions, on va dire ça. Hein. Donc on va aussi, à partir des interceptions, donner des informations à nos avions de chasse via les piges de Montmarsan, qui permet de faire de la guerre électronique, de la contre-mesure pour protéger nos avions, pour éviter qu'un missile vienne attaquer notre Rafale ou notre Mirage 2000. Donc ce qui est nécessaire, ce que tout le monde fait aussi, tous les pays, hein, alliés ou non alliés, font la même chose, plus ou moins. Donc voilà, grosso modo, c'est la partie guerre électronique où nous on fait de l'interception pour emmagasiner dans une base de données qu'on va mettre en protection de nos avions, je parle de l'armée de l'air, ou des bâtiments de surface, parce qu'ils peuvent se prendre un missile aussi. Donc il faut qu'ils puissent détecter ces missiles et localiser et le détruire avant qu'il atteigne sa cible. Et pareil pour les terrestres, hein, pour les terriens, c'est tout ce qui est localisation de mortier, il faut détecter le mortier pour le détruire avant. Un peu ce qui se passe en ce moment avec les nouveaux systèmes, les drones, hein, celui qui arrive à être réactif au niveau drone pour contrer les drones, etc. On voit ce qui se passe dans la guerre en Ukraine et dans la guerre à l'heure actuelle dans le Golfe Persique, en Iran. Tout ça, c'est préparé avant pour être prêt au moment opportun. Donc avant, on va localiser tout, et après, le jour où ça commence, on sait où sont stockés tous les éléments pour les détruire. Détruire. Et votre activité dans la partie interception, est-ce que c'est aussi, quand il y a un missile qui arrive, de pouvoir tout de suite transmettre l'information pour le détruire ou se protéger, prendre les mesures ? Alors, si le missile arrive et que je suis à l'écoute, c'est peut-être un peu trop tard, mais ça peut me servir. Mais il faut tout de suite signaler vite au commandement pour dire que tel missile arrive, mais les délais sont tellement courts que c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer ça en temps de paix pour savoir où se trouve ce missile, le détecter par les nouveaux systèmes de radar qui va détecter ces missiles-là et le neutraliser. C'est un peu comme Iron Dome ou le Patriot ou le SAMPT français qui marche très bien. Donc la première étape, c'est détecter en temps de paix où sont localisés globalement les différents missiles, armements. Savoir connaître. Ensuite, deuxième étape, c'est de placer du coup des radars qui vont permettre la destruction. La destruction avec le des jour missiles. où c'est tiré, c'est ça ? Missile, anti-missile, ouais. Ok, donc votre activité d'intercepteur, elle n'est pas de faire cette destruction-là, elle est vraiment d'anticiper d'avoir toutes les informations. Tout à fait. Et ensuite, il y a une autre spécialité qui consiste à placer des radars et avec un intercepteur de destruction. Pour, donc, dans l'armée de terre, on a par exemple le radar Cobra pour aller après détruire les missiles Cobra et pour après aller détruire la cible. Oui, tout à fait, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Alors, moi, j'étais plutôt en unité, en escadron, pour protéger nos avions. Donc, je pense qu'à l'armée de terre, il y a des unités qui sont prévues dans la DAZEMRI pour aller dans des unités au contact, comme les FS. Donc, ils ont besoin de ces DAZEM, de ces unités de recherche électromagnétique pour contrer l'ennemi. Soit parce qu'on a emmagasiné des données, soit sur théâtre, on découvre quelque chose de nouveau, il faut tout de suite être réactif, sinon l'ennemi va nous prendre la main dessus, et le soldat qui sera sur le terrain va se retrouver dans un piège et va se faire éliminer, quoi. Donc, protéger nos copains, c'est notre but quand même. Le renseignement, c'est pas tellement se garder les informations de renseignement pour nous, non, c'est diffuser et tout de suite être réactif et dire attention, copain, tu vas te faire tirer là, n'y va pas. Ouais. Voilà, grosso modo. Ou si tu y vas, fais-toi appuyer par un appui aérien, etc., quoi. Tout ce qu'il faut pour protéger l'unité au combat. Prendre du renseignement pour protéger et être en mesure de réagir. Ouais. Dans l'armée, c'est souvent les copains, c'est rigolo, mais on les protège avant tout. Quelle que soit l'armée, que ce soit l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, ou même des civils, parce qu'il y a des civils aussi qui sont issus d'autres directions. On doit les protéger. Si on peut les informer, on les informe.
Et donc, il y a une hiérarchie, bien sûr. Hein. On respecte la hiérarchie. Moi, j'étais sous-off. Je respecte la hiérarchie. C'est la hiérarchie supérieure qui transmet des informations. Je ne peux pas me permettre de faire du transdirection. C'est pas très... Ils n'aiment pas trop, généralement. Ils aiment bien respecter la hiérarchie. Mais des fois, on peut le faire sur ordre et sur autorisation du commandement. Et c'est dans quel cas que vous pouvez transmettre une information en temps de guerre, quand il y a quelque chose, c'est tout de suite. Il faut tout de suite transmettre. On a eu une info, c'est pratiquement illico. On demande au chef, le chef dit oui, on fonce, on donne l'information par différents moyens de transmission, soit direct, soit... ça peut arriver. C'est déjà arrivé pour certains qui ont eu cette expérience. Et c'est quoi les exemples ? Il y a un avion de chasse qui arrive Alors, je prendrais, j'étais dans un cadre de l'OTAN, dans un pays en guerre. Nos alliés passaient dans un couloir entre deux montagnes. Derrière, il y avait un système, on va dire ça SA-6. C'est un système d'armes russes lance-missiles. Qui lance des missiles. Et il y a eu des moyens de communication qui ont été interceptés. En fait, ils se cachaient derrière une montagne et ils attendaient l'ordre de tirer et de se barrer. Donc, il fallait signaler tout de suite ça. Dès qu'on a l'info, on n'attend pas. On n'attend pas, oh non, je vais prendre un café. Non, c'est tout de suite. Là, je donne l'ordre tout de suite à la cellule concernée. Attention, ils sont prêts à tirer. Vous passez dans ce couloir, prévoyez vos systèmes de contre-mesure ou contournez. Voilà. Ça m'est arrivé une fois. C'était un exemple. Ça m'a marqué. Et finalement, le colonel de la cellule alliée est venu me remercier. J'ai pas eu besoin d'avoir une médaille pour faire ça. Tu le fais de manière instinctive parce que tu sais qu'il y a des pilotes des vies qui sont mises en jeu. Ça peut être aussi d'autres exemples que je n'ai pas forcément, que d'autres en ont. Au niveau terrien, au niveau marine, c'est pareil. Pour protéger un bâtiment de surface, l'ennemi premier d'un marin, c'est le feu. Donc, si un missile se prend un missile, c'est le feu. Et s'il se prend une torpille, il coule, quoi. Et même que tu saches nager ou pas, tu coules, tu meurs, quoi. Je veux dire, tu restes pas longtemps dans la mer. Ça dépend de quelle mer. Même les eaux chaudes, ça peut être dangereux, quoi. Surtout les eaux froides. Il y a très peu de temps, quoi. Le temps est toujours limité et c'est pratiquement des décisions qui doivent être prises. C'est le ressentiment, déjà. Tu penses à ton copain, tu penses pas qu'à toi-même. Tu dois prendre une décision. Voilà. C'est une décision de vie. Le soldat qui est au sol, il sait pas, lui. Lui, il aimerait bien avoir l'information. Donc, il faut se mettre à sa place. Lui, il prend plus de risques que toi qui es à l'écoute. Donc, si tu es à l'écoute, tu es à l'arrière. Et je veux dire, si l'ennemi arrive jusqu'à nous, c'est que toutes les lignes sont tombées et que la guerre est perdue. Donc, le renseignement, c'est important. Toutes les guerres, historiquement, depuis le début des temps, le renseignement, ça permet de déterminer où se trouve l'ennemi et de vite le liquider en ayant le minimum de pertes. C'est un peu le but. Première et Seconde Guerre mondiale, c'est un peu difficile. Il y avait du renseignement, mais il y avait beaucoup de pertes. Maintenant, quand on regarde une guerre, on a très peu de soldats qui tombent sur le front. C'est pas des millions qui meurent, mais c'est maintenant moins d'une centaine, donc voire moins. Alors, Russie-Ukraine, c'est pas le bon exemple. Alors, Russie-Ukraine, c'est pas le bon exemple. Iran-États-Unis, oui. Voilà, on va dire que c'est un bon exemple. Ouais. Il y a d'autres aussi de lutte antiterroriste, parce que l'armée s'occupe aussi de ça. Donc, il y a eu 80 soldats qui sont morts pour l'opération Barkhane. Je donne approximativement. Sur 10 ans, c'est quand même 8 par an. Donc, on a vachement réduit, mais ça reste 8 par an. Ça fait beaucoup. Donc, si on peut diminuer au mieux, donc le renseignement est important dans toute la hiérarchie. Et ce n'est pas le rôle seulement d'un expert, c'est le rôle de tout le monde, en fait. Pour ça, les Israéliens sont très forts. Ça va du général jusqu'au simple soldat qui, nous-mêmes, on est capteurs, les yeux, les oreilles, notre intelligence. Et on peut parler. Donc, le capteur, c'est ça. C'est les yeux, le spectre électromagnétique. J'écoute,
Ça peut être discursif ou non discursif. Quelle que soit l'information, impulsionnelle ou télécom, donc l'information doit être transmise directe à la personne concernée. C'est ça le renseignement. Et l'intercepteur technique, il a un des rôles importants, qui est difficile à comprendre, hein, parce que le commandement, même quand on parle de ROEM, ça peut être du charabia pour certains. Certains le savent parce qu'ils sont issus de cette formation. Donc c'est quelque chose de pas compréhensible tout de suite. C'est intéressant, ça donne une projection dans l'avenir, après l'armée. J'ai été recruté par une société. J'aurais pu travailler pour Thales, j'aurais pu travailler pour Airbus ou d'autres entreprises, ou travailler dans la fonction publique, civile pour la défense, se faire reconvertir en gardant la place et continuer pour permettre aux militaires, les jeunes, de faire le métier. Parce qu'on est des anciens, il faut être remplacé par des jeunes. Il faut transmettre le savoir. Donc cette transmission de savoir est importante aussi. C'est un peu de notre rôle un jour. Quand on est jeune, on finit vieux. Donc à un moment donné, ça fait partie de la vie. Hein. Et bon, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une société privée, travaillant pour la défense, sans citer son nom, qui était très intéressante et qui m'a permis de me projeter encore plus dans ce domaine. Je n'ai pas dit que je suis un expert, mais j'ai développé des capacités qui permettent de faire du consulting aussi dans l'avenir avec d'autres pays alliés de la France, bien sûr. Et alors, on gagne combien dans l'armée en tant qu'intercepteur et combien dans le privé? On commence en tant que sous-off, 1400, 1500. Hein. Bon, aujourd'hui, ça sera plus 1008. Ouais, voilà, 1600, 1700. Ça a un peu augmenté. Ça a un peu augmenté. Moi, j'ai commencé, c'était à l'époque en francs. Hein. Ouais. Je commençais à 7000 francs, quoi. C'était même pas 1000 euros, quoi. Donc maintenant, c'est un peu plus, hein, ce que j'espère, parce qu'avec l'inflation, ça y joue. Hein, les jeunes, ils doivent vivre, ils veulent faire la fête, hein, c'est normal. Tout le monde a fait la fête, même moi. Et donc, et après, au fur et à mesure, on monte de grade, hein, donc on augmente son salaire, ce qui est normal. Hein, on augmente sa fonction aussi. En tant que sous-off, on finit à 2800 à peu près. Mais après, il y a une expérience. Et forcément, dans le civil, ils recherchent aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. Et dans le privé, j'en ai trouvé. Moi, j'ai gagné 3 fois plus. Donc 8000 ? Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Hein, je suis entre 5000 et 8000. Hein. Et puis, quand on travaille pour l'étranger, mais toujours des pays alliés, on ne va pas chercher, bien sûr, l'ennemi. Hein, sinon, c'est... L'ennemi paye plus, mais après, on finit en prison, donc attention. Voilà. Ne pas jouer à ça. Il y a eu pas mal d'histoires, hein, il faut le savoir, mais des histoires d'anciens Français officiers ou autres qui ont été condamnés. Il y a eu, là, il y a 4 ans, 2 anciens de la DGSE qui ont pris de la prison, plus des amendes avec ça, donc il ne faut pas jouer avec. Si vous engagez un moment dans l'armée, c'est pour votre pays. Donc, à un moment, on se reconvertit, on part faire autre chose, mais il ne faut pas non plus se reconvertir contre son pays, au service de pays qui ont des intérêts complètement contraires à ceux de la France. Ouais. On peut travailler pour des pays amis, politiquement. Hein, c'est la géopolitique, il faut s'intéresser à la géopolitique. Pour ça, il y a beaucoup de sites sur Internet qui parlent de la géopolitique, dont un que je regarde souvent, c'est un site de renseignement privé, qui existe sur Internet. Vous tapez CF2R, ce sont des experts, des anciens officiers, traitants, ou issus de Paris 8, qui font beaucoup de géopolitique et qui donnent des thèses très intéressantes, ou d'anciens sous-off aussi, que j'ai connus, et qui donnent une expertise sans en dévoiler quoi que ce soit, au niveau secret. Donc, mais ils parlent des choses très intéressantes et qui permet d'avoir une ouverture d'esprit. C'est important, quelle que soit l'armée, terre, mer, civile aussi, c'est très bien. Moi, j'ai travaillé 25 ans dans l'armée. Après, j'ai travaillé avec les civils, à la fois militaires et civils purement.
J'ai beaucoup appris des civils aussi. Il ne s'agit pas d'être fermé et dire que les militaires, c'est les meilleurs, comme Man in Black. Non, il faut arrêter. Faut arrêter James Bond aussi, il ne roule pas en Ferrari, hein, on roule tous en 2 chevaux. Hein. Donc voilà, on est des mecs normaux, on doit vivre normalement et ne pas avoir ce stress-là derrière en disant, ne pas avoir de la paranoïa aussi. Non, c'est un travail super intéressant, qui peut être très motivant, mais il faut avoir la tête sur les épaules et avoir un équilibre familial, c'est très important. Ça y joue, ça peut aider. Si la femme ne suit pas, vous ne suivrez pas. Ça, c'est souvent ce que les militaires répètent. Donc, quand tu as commencé ton métier, tu as fait 1 an en parrainage avec un ancien qui t'a formé au métier, parce que c'est un métier assez complexe, de ce que tu nous as dit. Ouais. Tes premières missions, c'est quoi? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, j'étais sur un récepteur. Hein, ça y est, j'ai commencé en Allemagne, donc j'étais dans une station d'écoute au sol. Donc, je faisais l'interception radar avec un système assez lourd. Hein, à l'époque, c'était pas des petits récepteurs, c'était des gros récepteurs de la taille d'un meuble. Donc, il fallait apprendre déjà le récepteur, comment il bosse, savoir ses qualités, ses défauts, ses antennes, pour pouvoir intercepter quelles sont ses qualités et défauts, et qu'est-ce qu'on peut prendre avec, et qu'est-ce qu'on peut analyser. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films, même les films de la Seconde Guerre mondiale, où on a les espèces de grosses machines avec quelqu'un qui écoute comme ça, qui est concentré, qui note sur un papier. Les fréquences, tout à fait. Donc ça, c'était vraiment ce que tu faisais. Oui. Okay. Et même pour les tiergoniaux, on mettait une aiguille, un fil, et en fonction de la direction d'arrivée du signal, on disait c'était telle direction. Et on notait la distance à peu près. On pouvait savoir s'il y avait quelque chose dans ce secteur-là. Voilà, c'était manuel. Hein. Maintenant, tout est informatisé, c'est super. Ça nous aide beaucoup, mais il y a des défauts aussi. Donc, il s'agit... Le parrain, il est là pour nous expliquer les qualités et les défauts des systèmes et de savoir s'adapter. C'est un peu comme... il y a la formation théorique et après il y a l'expertise, la pratique. Au plus simple, chacun a une vision. Vous avez une vision, moi j'ai une vision. J'écoute d'une manière, vous écoutez d'une manière. Donc il y a aussi des qualités et des défauts. Donc on peut subvenir à ses besoins en fonction aussi des opérateurs qui vont travailler sur ce système-là pour remédier. Donc le problème, c'est essayer de faire un compromis et d'avoir la meilleure position pour de localisation et de mesure de paramètres des fréquences. Quoi. Le plus réaliste par rapport à ce qui est émis et par rapport à ce que l'industriel a créé au niveau du système radar, par exemple. Donc, soit on va chez les industriels, on demande les docs, mais ils ne donneront pas. Hein, c'est normal, mais à nous de savoir comment eux ils fonctionnent et comment nous on devrait intercepter. Ils fournissent pas la documentation des systèmes qui livrent? Alors, si, de notre récepteur à nous, mais si on intercepte un radar ennemi... Ah, ennemi, oui, ennemi, d'accord, j'avais pas... Jamais... même c'est normal. Notre propre matériel français, les industriels ne nous donneront pas. Mais ils nous donneront que si c'est demandé au niveau officiel et après... Mais on fera de l'interception avant, pour qu'on sache comment ça fonctionne. Voilà, c'est un métier, c'est pas facile, mais c'est abordable à tout le monde, si on est formé. Parce que l'armée, quand on fait une formation, on prend tout le monde sur le même pied d'estal. Hein. Donc tout le monde sur le même pied, quel que soit son niveau de scolaire, on s'en fout. Tu fais des maths, tu vas faire un peu d'électronique, on va te donner des bases, et à partir de là, tu vas commencer. Ça, c'est la théorie. Après, effectivement, la pratique, le parrainage est important. Alors le parrainage, il ne nous apprend pas seulement le métier. Il nous a appris la vie communautaire en tant que militaire, et tous les problèmes qu'on peut avoir, et comment résoudre les problèmes, quoi. Donc, de la vie courante. Première mission en Allemagne. Oui. Et après, les autres missions, après, qu'est-ce que tu fais, en fonction des mutations, bien sûr, ça a fermé. Hein, donc, l'Allemagne, c'était fini.
Moi, je suis revenu. Moi, j'ai eu la chance, en tant qu'armée de l'air, de travailler avec l'armée de terre. Au départ, on me charriait. On m'a dit, les pousse-cailloux, tu vas aller voir. Finalement, non, c'était très bien parce que j'ai beaucoup appris d'eux. Donc, t'es parti en OPEX avec l'armée de terre, c'est ça? Alors, j'étais en régiment. En régiment? Ouais. Dans quel régiment de transmission? De transmission, ouais, quelque part à l'est de la France, au nord-est. À Mudig? Ouais, par exemple. Ok. Que j'ai beaucoup apprécié. Super. Je suis resté 9 ans là-bas. J'ai appris Génial. beaucoup des. Mais donc, t'étais seul aérien Alors, on était une unité de l'armée de l'air. Ah, une travaillait, unité? D'accord, avec le régiment. Le régiment. Bon, maintenant, elle a fermé. Du coup, le régiment est resté, mais nous, on a quitté. Moi, je suis parti après sur un avion qui est assez vieux, hein, qui date avant les années 2005, sur le DC-8, Sarig. J'ai connu ce système-là en VUHF. Donc, j'ai fait la SHF, la HF, la VUHF. Et après... Et là, en avion, c'est quoi? Tu pars sur une base à l'étranger. De temps en temps, tu fais des vols en avion. Voilà, c'est ça. Et pendant que tu es en vol, tu dois capter, okay. Intercepter, localiser et rendre compte. Et cet avion, le DC-8, c'est celui qui a été remplacé par le... J'ai un trou sur le nom, mais le gros avec la parabole... Non, ça, c'est l'AWACS. L'AWACS, c'est autre chose. L'AWACS, c'est un gros radar hein, qui va voir plus loin donc là, et plus bas. on n'est pas sur de l'interception, mais sur de la captation directe. La captation directe. D'accord. Et effectivement, il y a un poste aussi de ma spécialité dessus, PDO. Et donc, ce poste-là peut être armé par un ELINT qui permet de... Quand la surveillance et la détection ne permettent pas d'avoir l'identifiant de l'avion, nous, avec les paramètres techniques, on peut savoir si tel et tel appareil, s'il est ennemi ou ami, etc., ou ligne civile. Voilà. Donc, ça permet d'habiller. Génial. Ouais. Ça, j'ai jamais fait, mais c'est certains des gars de MASP ont fait, et j'ai fait un vol dessus. C'était très intéressant. C'est comme ça que j'ai appris la diversité de notre spécialité, qui est tous pour même origine, c'est l'interception ROM. Ça reste ça. J'ai fait aussi du SOG, sous-officier de guerre électronique en escadron de chasse, c'est pour protéger nos avions avec des contre-mesures, des détecteurs et des brouilleurs, Mirage 2000. J'ai pas fait le Rafale, mais j'ai fait le Mirage 2000, ou Transal et Hercule à l'époque. C'est pareil, c'est le même principe. Hein. Ils nous ramènent des paramètres et puis on analyse, on dit oui, c'était l'ennemi ou c'est pas l'ennemi, ou ça peut être un problème de paramètres qui fait que c'était pas ce radar-là, c'était un autre. Donc on va dire, il y a peut-être pas une erreur, mais les ondes se mélangent. Donc on peut dire que c'est pas ce radar de système d'armes, mais c'est un radar normal. C'est rentré dans ces paramètres, ça a affiché parce que la programmation était telle. Voilà. Et les pilotes, généralement, ils disent « Ah, il y a un système d'armes. » Non, c'est bon. Mais comment faire le vrai du faux? C'est ça le problème. Donc, il s'agit de paramétrer de manière fine pour donner les bonnes valeurs au pilote pour que le pilote ne se fasse pas allumer par un missile, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que tu as pu faire en mission, oui, mais aussi en France. En France aussi. Ok. Et est-ce que ton métier était différent quand tu étais en OPEX du métier en France métropolitaine? Alors, ça peut être différent, tout à fait. Parce que quand on est en OPEX, non seulement on peut récupérer des nouveaux systèmes, et puis on doit le renvoyer en France pour analyse. Donc j'ai été dans les deux cas, où j'étais à l'arrière, où j'ai travaillé un travail de fond, et quand j'étais en OPEX, il y avait du travail de fond, mais aussi du travail instantané, où on a eu quelque chose de nouveau, donc tout de suite on enregistre et on envoie pour analyse approfondie. Donc là, c'est un matériel que vous détectez une onde oui. Une onde bizarre. Ouais. Un ovni. Ah, un ovni. J'ai pas intercepté d'ovni, mais bon. Mais il y a des signaux particuliers qui sont développés par l'ennemi, et donc il s'agit de l'ennemi supposé. Hein. On peut écouter des pays qu'on suppose que demain ils peuvent être dangereux. On va les écouter jusqu'à ce qu'on détecte quelque chose de non commun. Tout ce qui est commun, c'est bon, c'est analysé déjà, intercepté. Ce qui est non commun, c'est ça qui est intéressant, c'est
en fait, chercher l'aiguille dans une botte de foin, comme on dit. Et une fois qu'on a détecté cette onde-là, qui n'appartient à rien, comment est-ce qu'on peut savoir à quoi ça Alors, appartient il y a finalement? la Ça va être- recherche, l'analyse, déjà l'analyse approfondie, c'est des études longues, hein, et de la recherche de sources ouvertes. Hein. Il y a d'autres directions qui s'occupent de ça, de rechercher sur tel pays, il y a tel matériel, et ils ont eu un nouveau matériel. Tiens, peut-être ça pourrait correspondre à cette onde que tu as eue. Donc, il y a des corrélations, des fois, que c'est important, à la fois de la recherche documentaire, que de la recherche ROEM, que aussi de l'imagerie. On a un capteur qui a fait des détections, de l'image, soit en infrarouge, soit optique, et on va voir cette image et on va dire, tiens, il y a un nouveau radar ici. Tiens, c'est peut-être cette onde, peut-être. On va réorienter les capteurs pour essayer de savoir si c'est bien vraiment lui. Essayer de le localiser. Ok. En plus de l'image, il y a le ROEM, donc cette partie que j'ai fait pendant quelques temps. Bon, maintenant, je n'en ferai plus, je vais arrêter. c'est prenant. Ma femme m'a dit, jamais tu arriveras à couper le cordon ombilical avec tes armées. Ben, oui, elle a pas tort, parce que mon métier, c'est devenu une passion. Ma passion première, c'était l'aviation. Donc déjà, j'ai volé dans des avions, ça me plaît. Et même dans le privé, j'ai travaillé dans des avions, des petits avions, au profit de la défense. Donc ça me plaît. Et avoir un bureau à 10 000 pieds minimum, c'est super beau. On a une fenêtre, un hublot. Hein, c'est un hublot. Hein. On regarde en bas, super, c'est génial. Donc voilà, c'est un métier qui est très intéressant, qui demande de l'investissement, de la recherche soi-même, en vivant normalement. C'est une spécialité. Et pour tous les matériels qui sont furtifs ou protégés, par exemple, Ouais. on parle beaucoup du bombardier américain B2, Ouais. Ce type de matériel-là, est-ce que vous captez quelque chose ou il n'y a vraiment rien? Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai jamais intercepté ce type de matériel. Il y a certains qui ont dû intercepter. Il y a des analyses qui ont été faites. Tout ce qui vole est intercepté, quelle que soit la gamme de fréquence aussi, quelle que soit la cible. Elle peut être microscopique, parce qu'un B2, c'est pratiquement au niveau surfacique. Sur le radar, il peut ne pas le voir, hein, en fonction de ses navigations et de ses évasions. Il peut ne pas apparaître sur le plot radar du système de surveillance. On peut détecter, il y a différents moyens, d'autres, pas forcément par les ondes, par d'autres ondes passifs qui deviennent pour nous actifs, grosso modo. Hein. Donc là, ça veut dire que le B2, le radar classique, va pas le détecter. Pas forcément. Mais par contre, vous allez intercepter les ondes que lui émet. Oui, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de paramètres et de quel récepteur on va mettre en place. Okay. Et pas que d'un seul récepteur, peut-être, pour une géolocalisation, pour une localisation, pardon. Donc c'est très difficile en aéroporté de localiser. De toute façon, ça bouge, un avion. Oui. Donc c'est très difficile. On va donner un secteur, mais on pourra dire, tiens, c'est peut-être lui. Ok. Et est-ce qu'il y a une différence dans les ondes émises par un B2 d'un autre avion? Est-ce que les ondes émises sont aussi plus furtives? C'est plus absorbé. C'est plus absorbé. Ouais. Okay. Et donc très difficile à les intercepter, effectivement. Okay. Et autre question un peu sur le même plan d'armement, un missile hypersonique, parce que pareil, ça en parle pas mal. Est-ce que c'est utile de pouvoir intercepter un missile hypersonique, sachant à quelle vitesse ça peut aller? Oui, ça peut être intéressant, mais il faut avoir un système aussi qui répond très rapidement et qui donne rapidement quand est-ce que, avant qu'il atteigne sa cible, avant qu'il descende, parce qu'il va augmenter sa vitesse. Donc, quand il est en haut, l'intercepter le plus en haut pour le détruire. Ça, oui. Il y a des systèmes d'armes comme ça, à longue portée. Hein, c'est les missiles antibalistiques, missiles. Donc, eux, oui, certains radars le font. Les Américains savent le faire, les Russes aussi. Les Chinois, je ne sais pas, je pense qu'ils en ont. En France, on a des systèmes
équivalente, mais pas en quantité comme il nous faudrait. On n'a pas besoin de quantité, on a besoin de qualité. En défense solaire, ça je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on n'est pas au niveau. Alors, il nous manque. Ça fait l'objet d'un rapport du Sénat et d'un rapport de la Cour des comptes qu'il faut investir massivement, très rapidement dans la défense solaire. C'est en cours et il me semble que pour 2030, on devrait être mieux équipé, si je me souviens bien de ce que j'avais lu. Ça, et puis tout ce qui est drone aussi, ou les missiles pas très chers, les drones pas très chers à 20 000 euros. On utilise des missiles qui vaut 1 million d'euros, donc le rapport est énorme. Au niveau budgétaire, on n'a plus de munitions, donc c'est pas bon, quoi. Donc il faut être réactif de ce côté-là. La réactivité, c'est que les petites sociétés privées qui peuvent permettre de développer. Donc effectivement, le renseignement, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires, mais c'est aussi l'affaire des civils qui doivent s'investir au niveau nation. Donc c'est l'ensemble de tout le monde, quoi, qui doit s'investir. Hein. C'est tout le monde. Les Ukrainiens nous ont bien démontré. Il faut prendre expérience de leur guerre pour contrer un jour les futurs ennemis, quoi. Donc là, on le voit en Iran, ce qui se passe. Ça commence à faire cher, quoi. Je veux dire, les drones Shahed, ils nous embêtent bien, quoi. Je veux dire. Donc voilà. Il faut se mettre quel que soit l'âge, à l'heure de la technologie et avancer dans la technologie future pour savoir qu'est-ce qu'on fait. L'IA aussi, c'est bien pour tout ce qui est normal, redondant, habituel. Donc ça peut être vite classé, mais il faut lui donner des éléments pour qu'il s'alimente. Donc c'est pas tout de suite qu'il arrivera à détecter l'aiguille dans une botte de foin. Donc ça reste un programme. Et au niveau de l'interception, est-ce qu'on peut aussi il y a un truc qu'on voit beaucoup dans les films, c'est dès qu'il y a un missile nucléaire qui est tiré, on sait où il atterrit. C'est la probabilité, ça. Est-ce que ça, c'est possible réellement, avec de la détection ou de l'interception, de savoir où ce missile pourrait arriver ? Oui. Il y a quand on connaît le missile qui arrive, on peut savoir en fonction de sa propulsion, etc., de ses munitions et de ses détecteurs à la tête du missile pour savoir quand est-ce qu'il va arriver. Et le temps de réaction est important parce que le délai peut être très court, très très court. Donc, surtout les nouveaux missiles russes, là, il s'agit de vite les intercepter les plus rapidement dès le départ. Dès qu'on voit le départ de missile, ça crée une fumée. Hein. Donc, il y a des satellites de ce côté-là qui détectent le départ missile. Donc là, il y a une détection satellite. Et puis après, le radar ABM, anti-ballistic missile, qui va permettre de détecter où se trouve le missile. Et différentes couches de systèmes solaires, jusqu'à de très hautes, très longues portées à courte portée, très courte portée, pour le détruire jusqu'à la fin. Un peu comme les systèmes israéliens, là, qui me parlent bien. Hein. En ce moment, c'est l'Iron Dome, mais on voit que ça fonctionne pas. Le truc de David et la flèche Arrow. Ils nous ont expliqué là dans les actualités. Hein. Je ne fais que reprendre ce qui est dit. Il n'y a rien de confidentiel. Et effectivement, c'est différentes couches. Les Russes savent le faire. Bon, ils ont commis des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Personne n'est parfait. Tant mieux pour les Ukrainiens. Et voilà. Donc, ils ont commis des erreurs de communication. Tant mieux pour les Ukrainiens, ça leur a facilité la tâche. Malheureusement pour les soldats, il y a toujours des morts. De toute façon, il n'y a pas de guerre propre, ça n'existe pas. Et le meilleur capteur, moi je finirai par ça, c'est l'homme. On a l'intelligence artificielle qui est naturelle, notre tête. On a nos capteurs, nos oreilles, nos yeux, notre bouche, pour parler, transmettre. On a le sens de l'odorat et aussi le sens... qu'on parle du 6e sens des femmes, là. On peut avoir un 7e sens aussi, pour le futur. L'intuition, voilà. C'est l'intuition qui est importante. D'un opérateur, l'intuition est importante. La première intuition, c'est la bonne. Des fois, ça peut être vrai, des fois, ça peut être faux. Et est-ce que réellement, aujourd'hui, à l'ère où on a TikTok avec tout qui sort dans la seconde, il y a encore du secret dans la guerre ? Alors, il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux.
Oui, faut bien vérifier quel compte poste, est-ce que c'est repris ou pas. Il y a beaucoup maintenant qui est difficile, c'est l'IA. Ça m'énerve à un point où je vérifie les informations provenant de quelle source ça vient. Si ça vient de multisources pour la même information, je lui dis c'est un fake. Faut regarder le nom des comptes. En fait, tant qu'il n'y a pas un compte crédible qui a confirmé. Mais c'est vrai que là, sur la guerre Iran-États-Unis, on a eu pas mal de. Les fausses cibles qui ont été bombardées, finalement c'était faux. Des Américains qui ont été capturés, pas mal de choses comme ça. Mais à chaque fois, moi je me suis posé la question et je fais beaucoup de vidéos réactions, donc à chaque fois j'allais regarder et il y a eu des trucs où je me suis dit, est-ce que ça s'est vraiment produit ? Je vais regarder sur un compte, mais c'est vrai que pour un jeune qui sait pas trop regarder, ça peut être pris directement comme vraie information. Alors, ce qui est dangereux pour vous les jeunes, c'est que les journalistes et les réseaux sociaux ne sont pas du tout objectifs. Même les journalistes. Il faut vraiment faire attention à ce qui est dit, vérifier vos informations. Vous avez un outil énorme qui est Internet, mais effectivement, Internet n'a pas forcément de bonnes informations. Donc, il s'agit de trouver la bonne information. C'est toujours pareil, chercher une aiguille dans une botte de foin, je reviens dessus. Demandez à des experts, mais ils ne vous répondront pas, parce que protection de l'information. Pour protéger nos soldats, je reviens toujours sur le principe, c'est protéger nos soldats qui sont à terre ou en aéroporté ou sur le bâtiment de surface, ou des civils aussi, qui sont à l'intérieur de l'ennemi, ou même des militaires qui sont à l'intérieur de l'ennemi. Il faut les protéger, c'est nos copains. Aujourd'hui, ma question, c'est, on a l'information à quelques heures d'écart avec l'opération, et on a les informations extrêmement rapidement. Donc est-ce que réellement... Il y a encore un secret militaire. Les journalistes sont partout, on a des vidéos qui circulent. Je suis d'accord. Les militaires font aussi circuler des vidéos. Et en fait, même des opérations confidentielles sont publiques au bout de quelques heures. Il y a différentes informations confidentielles. Il y a des informations confidentielles qui veulent bien le transmettre. Il y a des informations confidentielles qui ne transmettront pas. Parce que ça reste vraiment du secret pour anticiper sur certaines actions. Et ça c'est vraiment caché. On ne le saura jamais, même on ne sera jamais à vie. C'est parce que il s'agit de protéger nos arrières, quoi. Je veux dire, on va dire ça. Après, oui, effectivement, il y a des informations qui passent avant. Soit c'est fuité, soit quelqu'un qui a un peu trop parlé. J'espère que moi, je n'ai pas trop fuité. Non. Non, c'est plus sur des sujets politiques. Mais moi, il y a des choses que je savais il y a quelques années où je vois aujourd'hui que ça sort et que ça sort dans la presse, comme ça, que ce soit sur la Libye ou l'Irak, avec Lafarge, par exemple, où ça explose. Et où en fait, dans l'armée, ça faisait 10 ans qu'on savait qu'il y avait des magouilles, des histoires. Et c'est marrant de le découvrir après coup dans la presse et de voir quand ça explose. Comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être de moins en moins le cas, et surtout avec ce que je vois aux États-Unis sur la politique américaine, et notamment de Donald Trump, de tout diffuser et de partager un maximum d'images. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Et d'utiliser ces images-là pour montrer la puissance américaine, j'ai l'impression qu'il a dit, le secret, on s'en fout, ce qui compte, c'est l'image, c'est d'être viral. Et être viral a plus d'intérêt que de protéger le secret. On peut ne pas aimer Trump, mais j'ai l'impression qu'il fait exprès cette propagande. C'est pour peut-être informer d'autres pays qui sont en guerre avec d'autres pays que maintenant, si tu avances, moi aussi, je peux avancer mes pions. Donc, grosso modo, c'est un peu pour informer, viens, essaie de me toucher, je te touche aussi. Grosso modo, c'est ça. Quel que soit le pays qui est en face, l'ennemi des pays... on est toujours l'ennemi de quelqu'un. Donc, voilà, la propagande a été utilisée aussi en Afrique contre les intérêts français. On n'a pas su le contrer, malheureusement pour la population qui en souffre maintenant, parce qu'ils sont pris par d'autres entités. Et finalement, le terrorisme continue et s'amplifie, quoi. C'est la population qui subit maintenant. C'est pas tellement les politiciens, parce qu'eux, ils sont vérolés. Ils attendent que derrière les sous. Et la population, elle crève. Donc, c'est le problème de certains pays qui nous ont chassés. C'est malheureux, mais bon, c'est compliqué, là, la géopolitique. Voilà.
C'est ça, on va utiliser, c'est des pays coloniaux et tout, etc. Mais derrière, il y a quelque chose. C'est compliqué. J'ai sorti une vidéo pour ceux que ça peut intéresser sur l'opération Barkhane, là, il y a quelques jours. C'est ça, ça vous intéressera. On arrive sur la fin de ce podcast, Thomas. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les jeunes qui voudraient faire ce métier et comment réussir? Quel profil aussi devrait s'orienter sur ce type de métier-là? Alors, moi, j'ai eu différents profils. J'étais instructeur aussi. J'ai eu des profils où ils n'étaient pas très batteux. On les a formés aux maths et ils sont arrivés au niveau. Ouais. Donc, il y a certains qui avaient le niveau et ils ne sont pas arrivés le niveau requis. Ouais. Donc, à un moment donné, il faudra être bon en maths, mais on n'est pas obligé d'arriver en étant bon en maths. Voilà, c'est ça. Je veux dire, on vous apprend le métier de la base, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est à tout profil. Mais le mieux, c'est d'avoir des bases mathématiques, électroniques et informatiques dans l'interception technique. Donc, en ROIM, l'image, c'est plus de la formation, un peu de tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci, parce qu'on va vous former sur l'image. Il n'y a pas de société privée ou civile qui travaille dans ce domaine-là. C'est que les armées qui forment. Même l'interception technique, c'est que les armées qui forment. Donc, on vous mettra tout sur le même piédestal, tout le monde. Vous apprenez, vous allez, bien sûr, à vous de vous développer, effectivement, mais je dirais, les bases fondamentales quand même à l'éducation nationale, ça dépend, hein. Les années passent et puis on voit la chute un peu de nos diplômes. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une licence, un master, autant faire officier dans ce cas-là. C'est juste une question d'implication et de réussir à travailler pour... un bac à un bac plus 2, voilà, c'est bien. C'est minimum un bac. Mais travailler, moi je dirais, les maths, le français et l'anglais. Un peu de la géopolitique, vous voyez dans les actualités, allez chercher les informations, allez sur CF2R. Je fais un peu de pub pour eux parce que je lis beaucoup CF2R. Je ne connaissais pas, je regarderai. CF2R. À l'époque, c'était Éric Dénessé qui est décédé, mais qui faisait de très bonnes thèses sur la géopolitique, et c'est dommage. Voilà. Et puis, il y a d'autres experts de CF2R que j'apprécie beaucoup, dont Olivier, et donc je le suis, et je le connais aussi. Donc, quand j'étais petit, je regardais énormément le dessous des cartes. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'adorais. Après, quand il y a eu le décès du présentateur, j'ai arrêté de regarder. Et moi, je lisais énormément de revues. Mais j'ai lu tous les Bernstein et Milza. Du coup, c'est des ouvrages très précis. Je lisais... alors, c'était quoi la revue? Une revue très précise sur la géopolitique. Et je lisais énormément de revues. Et je trouve que ça reste quand même plus qualitatif que d'aller sur Internet, parce que c'est des dossiers qui vont être traités de A à Z, où on va avoir en fait une explication en détail. Et ça, malheureusement, on le retrouve moins sur Internet, ou en tout cas pas gratuitement, quoi. Ce sera sur ces mêmes sites où on pourra l'avoir. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller loin dans la géopolitique, il y a des émissions comme le Dessous des cartes qui sont sur YouTube et qui sont très bien, ou ce genre de revues très précises. Mais après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit quand même pas mal de contenu qui est produit. Il faut simplement s'assurer que c'est qualitatif derrière. Il y a Atechoué aussi, je regarde. Atechoué, qui fait des vidéos, mais c'est plus sur la partie aérienne. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant à lire, à tête reposée, à écouter. Et puis voilà, quoi. Puis, je disais CF2R, et puis OPEX 360 aussi sur le site internet. OPEX 360, génial, et Défense Zone Mag sur la partie française, qui donne pas mal d'infos sur ce que fait la France et la connaissance. Donc des bonnes revues. Après, il y a des revues comme Diplomatie ou le magazine de l'armée de l'air ou l'armée de terre ou des drones. Le magazine sur les drones, ça peut être intéressant de s'investir. Il y a différents emplois, donc voilà. Il y a plein d'informations. Moi, si j'ai fait ça, c'est pour aider à trouver des opérateurs qui ne connaissent pas forcément cette spécialité. Parce que le CIAFA va généralement orienter sur ressources humaines, mécano, matériel et tout. Donc, c'est bien. Il en faut. C'est un métier qui est passionnant. Même moi, en tant qu'officier de l'armée de terre, je ne connaissais pas ce métier-là. Alors, j'ai eu beaucoup de cours sur le renseignement, beaucoup de cours sur ROIM, le fonctionnement du renseignement, la classification du renseignement, comment le traiter,
qui gère quel officier traitant, comment ça se passe et tout. Mais par contre, le métier d'intercepteur, j'ai jamais eu de présentation là-dessus. C'est très difficile. Alors que je connais tous les radars qu'on utilise dans l'armée de terre. Moi, j'étais dans le matériel, donc on réparait les radars Murin et les différents radars qu'on peut avoir. Donc, je connais bien le matériel, mais ce métier-là, non, je ne savais pas comment ça fonctionnait, comment ça se passe. Donc, c'était hyper intéressant de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup, Thomas. Ça m'a fait très plaisir. J'espère que l'épisode vous a plu. Abonnez-vous, c'est super important. Vous êtes nombreux à ne pas vous abonner en regardant nos vidéos. Si vous nous écoutez, mettez 5 étoiles sur le podcast sur Spotify. Ça vous prend 30 secondes et ça nous aide énormément. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent un programme, s'entraîner pour l'armée, vous avez toutes les informations en description. On vous accompagne avec un programme sportif, donc physique, mental, des coachs sportifs diplômés, préparateurs mentaux diplômés et on est là pour vous aider. Abonnez-vous, force!